Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour à vous tous, chers abonnés de notre chaîne. Je suis Élisée Yonta, analyste financier, économiste, professeur de finance. Je vous invite à vous abonner sur notre chaîne, à inviter vos amis à s'abonner massivement sur notre chaîne, à mettre un like pour que YouTube puisse recommander cette vidéo au maximum de personnes, à partager la vidéo sur votre mur, mais également à souscrire notre membership pour soutenir le développement de notre chaîne. Voilà. Je fais une vidéo qui met les mains ou les pieds dans les plats sur un sujet qui est très sensible, que les gens n'osent pas aborder chez nous. Mais comme on est sur une chaîne où on essaie un peu aussi de casser les tabous et d'aborder les sujets qui fâchent, on va essayer d'en parler en espérant qu'on ne fâche pas beaucoup de personnes. Donc, et je prie également ceux qui vont laisser les commentaires dans le chat de rester courtois parce que ce n'est pas une foire à l'empoigne, hein, c'est sur une évidence. Je fais une vidéo qui s'intitule « Comment expliquer les progrès académiques des enfants dans la communauté Bamileke ». Voilà. Comment expliquer le progrès académique des enfants dans la communauté Bamileke. Je fais cette vidéo parce que j'ai reçu beaucoup de coups de fil ou d'appels, des personnes qui sont abonnées sur notre chaîne ou d'écrits, des personnes qui sont abonnées sur notre chaîne qui me disaient oui, mais il y a une capture d'écran d'un document de l'école des ponts et chaussées en France, de l'école d'ingénieurs des ponts et chaussées en France, et dans cette capture on voit les 21 enfants qui sont inscrits en master spécialisé dans la construction des grands ouvrages d'électricité. Ça veut dire, ça peut être des centrales nucléaires, ça peut être des barrages, ça peut être des centrales solaires, ça peut être des centrales éoliennes, bref, tout ce qui est la construction des grands ouvrages. Et dans cette capture d'écran, on voit que sur 21 élèves, il y en a 14 qui sont d'origine camerounaise, et donc ce qui représente les 2 tiers, 63%, 65%. Et dans les 14 là, il y a 13 qui sont des enfants Bamileke. 13 qui sont des enfants Bamileke. Alors, ça suscite des interrogations, parce que quand même, au Cameroun, ne dit-on pas que le Cameroun, c'est un pays où il y a près de 200 tribus, ou je ne sais pas moi combien d'ennemis, etc., etc. Et deuxièmement, comment ça se fait que dans un des cycles d'ingénieurs les plus compétitifs de l'école des ponts et chaussées, on retrouve donc, parce que la question de l'énergie, c'est la question de demain. Nous sommes malades en Afrique parce que quand nous devons construire des barrages, les gens qui doivent dessiner les barrages, faire les études de faisabilité, la construction, nous n'avons pas d'ingénieurs sur place. Ou peut-être on a des ingénieurs sur place à qui on ne fait pas confiance. Parce que moi j'ai des aînés avec qui quand je cause, ils me disent moi je peux faire, mais on me fera jamais confiance. Bon. Donc dans un cycle d'ingénieurs comme celui-là, on se retrouve avec, sur 21 enfants, on se retrouve avec 13, dont les 2 tiers sortent d'une ethnie au Cameroun. Quelle ethnie Bamileke? Ça c'est un fait, hein. J'aimerais pas que la vidéo là soit une vidéo qui suscite une polémique. C'est un fait. Pour ceux qui ont retrouvé la capture, d'ailleurs je vais essayer de peut-être de mettre la capture, ce flyer là sur la vidéo ici là, donc pour que les gens puissent voir ça. Donc on s'aperçoit qu'il y en a 14 sur 21 qui sont camerounais, et dans les 14 il y en a 13, ça veut dire les 2 tiers qui sont des enfants d'origine Bamileke. Donc ça pose un problème et ça pose une question qu'il faut résoudre. Donc les gens m'ont appelé. Bon, ce que je veux dire, c'est en me basant sur mon expérience personnelle. Lorsque nous sommes quittés au Cameroun, nous étions de brillants élèves en classe de seconde, de première et terminale. De brillants élèves d'ailleurs, notre génération encore là. Nos professeurs sont encore là, ils peuvent témoigner. Il y en a sur mon mur là, M. Emmanuel Kamtchoubou, M. Sobgo Laurent, et il y en a beaucoup d'autres. Hein. Vous pouvez leur poser la question. Nous étions de brillants élèves. Quand nous arrivons en France,
on va s'apercevoir, donc dans les années 90, on va s'apercevoir qu'il y a un système qui est en place. Ça veut dire que quand vous dites que je vais aller dans une grande école à l'époque, comme HEC, X-Mine, Pont-et-Chaussée, Centrale, Polytechnique, etc., etc. Quand vous vouliez accéder à ces grandes écoles-là, donc ces écoles compétitives-là, on vous demandait une lettre de recommandation. Et la lettre de recommandation souvent arrivait par l'ambassade de votre pays. Et on va s'apercevoir plus tard que, en fait, derrière cette affaire de lettre de recommandation, se cachait un système où on voulait voir la contribution de vos parents à l'édification du système néocolonial. Donc, si par exemple on disait, bon, vous êtes le fils ou le petit-fils de tel qui a été, entre guillemets, qui a pacifié, par exemple, le Mungo, ça veut dire qu'il a coupé les têtes des pauvres innocents, il a fait du sale, comme on dit. À ce moment-là, on vous récompensait en mettant votre nom pour que vous entrez dans cette... Vous allez en classe préparatoire et vous fassiez cette école d'ingénieur. Sinon, vous appliquez, par exemple, 400 personnes. Dans les 400 personnes qui ont appliqué, on rabotait 380 noms. On permettait à 20 personnes d'aller en classe préparatoire. Et si les 20 personnes qui allaient en classe préparatoire, on n'en retenait que 2, 1, 2 ou 3 au plus. Voilà, comme ça on dit, bon voilà, vous voyez, on a pris l'égalité des chances. Si tel il est très bon, il a passé, alors qu'en fait, tous les gens que leur père ou leur grand-père n'est pas quelqu'un qui a fait des choses pas bien pour l'administration coloniale. Vous retrouvez ça, hein? Si vous retrouvez, bon, prenez par exemple Jean Tigana. Je n'ai rien contre lui, Jean Tigana. Regardez, d'ailleurs, il ne peut plus parler comme ça aujourd'hui. Les anciennes vidéos de Jean Tigana, écoutez ce qu'il disait. Ah oui, vous savez, mon père a été avec le général de Gaulle. Mon père a fait ci, il a fait ça, il a fait ci, il a fait ça. Quand vous voyez, son père a fait du sale sur ses frères. Bon, et quand il s'exprimait comme ça, donc ça leur ouvrait la porte beaucoup de choses. Quand vous voyez les CV, les lettres de recommandation, moi j'en ai vu, moi, quand j'ai travaillé un peu en France. Les gens, quand ils écrivaient, c'était toujours pour dire, voilà, mon père a fait ceci, pour la France, il a fait ceci, il n'utilisait pas des mots genre mon père, non, il disait mon père a pacifié telle zone. Pacifié là dans le langage, ça veut dire qu'il a nettoyé tous ceux les têtes qui essayaient de bouger, il les a coupées toutes. Donc c'était comme ça. Ce n'est pas non plus pour soulever une polémique, c'est les faits. Nous on a vécu ça en France. Et résultat des courses, il y avait une sorte de sélection qui faisait que sur 400 enfants qui arrivaient en France, qui avaient le niveau pour aller à Polytechnique, à HEC, à la Centrale, à Pont-et-Chaussée, X-Mine, etc., etc., on en choisissait que par exemple, à l'arrivée, il y en avait peut-être une dizaine, on dispatchait 2 dans ces écoles-là et puis c'était fini. Et puis les 390 autres, on les reversait à la faculté, à l'université, comme on dit. On nous disait, bon, allez faire les licences de sciences physiques, de sciences économiques, de tout ce que vous voulez. Après, vous passez des maîtrises, vous faites des DEA, vous faites une thèse doctorat et puis vous rentrez chez vous, vous savez rien faire. Parce que quand vous allez dans une école d'ingénieur et que vous sortez, vous savez faire quantité de choses, vous avez fait les études théoriques, vous avez travaillé dans les laboratoires, vous avez fait des stages dans les grandes entreprises françaises, les EDF, par exemple, pour ces enfants-là, les EDF, les GDF, Gaz de France, etc., etc. Vous avez chez Siemens, et quand vous sortez, vous êtes conducteur de projet, directeur de projet, vous gravissez les échelons, et au bout d'une décennie, vous êtes aguerri, vous pouvez créer un bureau d'études pour aider les pays africains à faire quantité de choses. Donc, il y avait une sélection. D'abord, on s'aperçoit qu'il n'y avait pas une volonté de laisser les enfants africains entrer dans ces grandes écoles. Et souvent, quand je vous ai dit, on admet 10, quand les 10 là sortent, c'est pour aller travailler pour les entreprises françaises. Michelin, EDF, etc., etc. Où là-bas, on ne leur donne pas vraiment des postes. Vous avez souvent entendu parler du plafond de verre. On ne leur donne pas des postes qui sont à la hauteur de leurs ambitions. On leur donne des postes qui sont à un certain niveau. Et puis voilà, on leur fait travailler comme ça. Ça, c'est comme ça que ça s'est passé là-bas. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé là-bas. Moi, j'étais là-bas. J'ai vécu ça en France, j'ai vécu ça. Donc, ça vous donne à peu près une idée. Maintenant, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, la donne a changé. Alors, pourquoi la donne a changé? La donne a changé parce que, avec la fin de la guerre froide, la chute du mur de Berlin,
la réunification de l'Allemagne, première chose, l'Allemagne s'est rendu compte, pour ceux qui s'intéressent à l'économie, qu'elle devait être confrontée à un vieillissement de la population. Parce que pour relever son économie, elle a fait travailler les hommes, surtout les femmes, de manière très intensive, ce qui fait que ça a fait chuter considérablement la natalité. Les femmes allemandes font moins d'un enfant dans les ratios. Quand on calcule le taux de fécondité, elles font moins d'un enfant, c'est 0,8. Ça veut dire que c'est comme en Corée du Sud, beaucoup de femmes ne font pas d'enfants. Elles consacrent toute une vie à travailler. Donc, l'Allemagne a dû suppléer ça en faisant venir l'immigration. Et donc, l'un des meilleurs moyens de faire venir l'immigration, c'était d'attirer des enfants qui sont des jeunes bacheliers dans les pays d'Afrique et leur faire intégrer les meilleures écoles d'ingénieurs en Allemagne. Donc, quand ils sortent des meilleures écoles d'ingénieurs en Allemagne, ils peuvent aller travailler chez Siemens, chez Mercedes, chez donc toutes les grandes compagnies allemandes que vous voyez dans la côte, ce qu'on appelle l'indice, le DAX allemand. Donc, vous voyez toutes ces entreprises-là. Ces jeunes-là sont passés par les meilleures écoles d'ingénieurs allemandes et ils ont intégré ces entreprises-là. Après l'Allemagne, il y a eu la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne qui a eu besoin de relever son secteur industriel, d'éviter par exemple que des fleurons de son industrie comme Roy-Rose partent à l'étranger. Donc, qu'a fait la Grande-Bretagne? La Grande-Bretagne a aussi fait venir beaucoup de jeunes Africains, du Nigeria, du Cameroun, du Kenya, etc., de la Tanzanie. C'est pour ça que vous voyez l'industrialisation de la Tanzanie, par exemple, qui s'accélère. Donc, ils ont intégré ces grandes universités britanniques et à la sortie, ils sont allés travailler pour les plus grandes entreprises britanniques, même dans le secteur de la finance, etc., comme vous voulez. Après, vous avez donc eu des pays aussi qui ont emboîté le pas, comme l'Italie, hein, qui ont fait venir toutes ces grandes personnes, la Suisse, avec son école polytechnique en Suisse, etc., etc. Ça, c'est en Europe. Et par la suite va venir l'Amérique du Nord. Donc l'Amérique du Nord, où il va avoir une grande accélération avec le Canada. Le Canada qui va ouvrir les portes de l'immigration. Je me rappelle d'ailleurs, c'était au moment où on terminait nos études en France, dans les années 2000. Le Canada, il suffisait de remplir un papier. Moi, j'y suis allé, il faisait tellement froid, je ne sais pas. Peut-être avec le changement climatique, aujourd'hui, il fait moins froid. Mais ce que moi j'avais vu en 2000, là, c'était pratiquement insupportable. Donc, le Canada a ouvert les vannes. Les gens sont arrivés massivement au Canada. Et ces gens ont intégré les meilleures écoles canadiennes d'ingénieurs, hein, intégré les grandes entreprises canadiennes, Lavalin, etc. En tant que banquier d'investissement, j'ai déjà eu à travailler avec des gens comme Madame Jean-Pierre, je ne devrais même pas citer son nom là, qui est la directrice adjointe de Bombardier, voilà, Bombardier qui fabrique beaucoup de choses, c'est l'un des fleurons de l'industrie canadienne, donc on les a souvent géré leurs acquisitions, etc., etc., etc. Donc quand ils font des fusions-acquisitions, des acquisitions d'entreprises en Amérique du Nord, un peu partout, etc., on a eu à travailler avec eux. Voilà, donc, ou bien qu'ils font des levées de fonds, donc beaucoup de choses. Donc, vous voyez vous-même, donc le Canada s'est retrouvé à être une grande place où les enfants africains arrivaient, intégraient les meilleures écoles d'ingénieurs canadiennes, les meilleures écoles de commerce canadiennes comme HEC, et rapidement, quand ils sortaient, ils se destinaient aux grandes entreprises canadiennes, comme j'ai dit, les SSC Lavalin, les Bombardier, et beaucoup d'autres entreprises que j'oublie même le nom, parce que j'en ai fait un paquet, donc, que ce soit dans les restructurations ou bien les fusions-acquisitions. Donc ça, le Canada a fait ça. Et après est venue l'Amérique, surtout l'Amérique, d'abord, parce que l'Amérique, vraiment, ce qu'on appelle l'économie du savoir aux États-Unis, c'est une grande partie de l'économie. Donc, vous avez même vu, il y a près de 5 millions d'étudiants étrangers sur le territoire américain. Et il y a 1,5 million qui ont des problèmes en ce moment avec la nouvelle administration, mais on espère que ça va se régler le plus rapidement possible. Donc, ces gens, le système aux États-Unis a ouvert les portes aux étudiants africains. Donc, les étudiants africains dans les grandes... D'ailleurs, je le dis souvent, si on prend les conditions de notre époque, c'est-à-dire que quand moi j'arrive ici, je vais rentrer dans une très grande université américaine, j'arrive devant, je doute, je rentre d'ailleurs. Et d'ailleurs, les Camerounais me disent, mais tu es malade. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Tu ne pourras jamais entrer là-bas. Arrête de rêver. Donc je rentre. Et puis quand je viens, je cogne les portes, je rentre. La dame, après l'entretien, j'expose mon projet. La dame à la bibliothèque m'envoie chez une autre personne. Et je commence à discuter, etc. Bref, on me montre toutes les procédures. Je commence petit à petit, je fais les tests, je fais tout ce qu'il y a à faire. Et après, je suis admis. En tant que Camerounais, je suis admis.
hein, avec, bon, évidemment, avec tous les avantages, puisque j'avais une green card. Voilà, je suis admis et je rentre, et je fais mon cursus et j'en sors. Et après, je reste même là sur le campus pour enseigner et beaucoup d'autres choses. Donc, vous comprenez, quand vous voyez donc ces grandes universités-là, à Chicago, à Boston, à New York, en Californie, Berkeley, San Francisco, Los Angeles, San Francisco, etc. Quand vous voyez toutes ces grandes universités-là, vous apercevez que dans ces grandes universités-là, rapidement, les gens commencent à rentrer dans ces universités, les enfants rentrent dans ces universités en école d'ingénieurs. Toutes les branches de l'école d'ingénieurs, ils ont accès. Ils rentrent dans ces grandes universités-là en école de commerce, business school. Ils rentrent dans ces grandes universités en école de nursing, aux sciences biomédicales, dont nursing, médecine, etc., etc. Ils rentrent dans des schools of agriculture, où ils apprennent toutes les techniques agricoles. Ils se livrent à la recherche. Ils rentrent dans des schools d'études aérospatiales. Bref, ils rentrent dans toutes les branches. Le résultat des courses, ils deviennent un capital humain très précieux et très important pour les grandes universités, pour les grandes entreprises américaines. C'est comme ça qu'ils vont travailler chez Apple, chez Microsoft, chez Chase, dans toutes ces entreprises-là. Donc, ce qui fait que, quand on évalue le capital humain africain aujourd'hui, qui est dans la diaspora, qui à un moment ou à un autre va devoir servir le continent africain, ça commence dans les pays anglo-saxons, vous voyez au Nigeria, en Afrique du Sud, au Kenya, en Tanzanie, au Rwanda, etc. etc. D'ailleurs, l'université de Princeton va probablement ouvrir bientôt une antenne au Rwanda. Donc, je veux dire que à partir de ce moment, quand on voit ça, je pense que les autorités françaises ont dû se rendre compte par elles-mêmes que dans la course ou dans la compétition au développement de l'économie du continent africain, la France est le pays, si on peut dire du G20, le moins bien doté en capital humain pour mener, voilà, les projets. Et ce qui n'a pas arrangé les affaires, c'est l'arrivée de la Russie et de la Chine. Donc, la Chine aujourd'hui a de très grandes universités compétitives, donc qui talonnent même les universités américaines parce que ils sont venus ici, ils ont copié. Les Chinois, c'est pas comme nous. Quand ils viennent ici, moi j'en ai eu comme camarade de classe. Quand vous arrivez un jour, vous arrivez comme ça, vous voulez regarder, il est de grade at posted, donc vous voulez regarder sur son ordinateur et vous cliquez deux trucs là, vous voyez apparaître peut-être 3000 photos. Donc lui passe son temps quand il n'a rien à faire, aller à l'université, il filme tout ce qui bouge, il filme tout en ville, ils envoient, quand ils rentrent dans leur pays, ils utilisent ça pour essayer de répliquer ce qu'ils ont vu en Amérique. Ce qui n'est pas notre cas dans notre communauté. Les samedis ou les vendredis ou les dimanches, comme ça, on boit, on boit, on boit, on boit. Même quand on sort du travail en semaine, on s'arrête un peu au bar, on descend un peu 3-4 Guinness avant de rentrer à la maison. Non, il y a un décalage. Mais eux, ce n'est pas le cas. Donc, ils ont conçu de grandes universités. Donc, beaucoup d'étudiants, ils ont fait venir beaucoup d'étudiants qui vont faire leurs études là-bas, surtout dans l'ingénierie, beaucoup d'étudiants africains, parce qu'ils envisagent de vendre des machines et de battre leurs compétiteurs occidentaux. Des pays comme la Turquie, des pays comme la Russie aussi qui est arrivée en ouvrant ses portes. Vous avez vu comment les Russes ont absorbé presque 13 000 enfants dans les pays de l'AES pour les amener en Russie et intégrer les meilleures écoles d'ingénieurs, les meilleurs en pont et chaussée, en énergie, en design industriel, etc., etc., etc. Donc, ils préparent l'avenir parce qu'ils savent qu'avec une population de 13 000 ingénieurs, quand ils vont les renvoyer dans leur pays, ça va faire mouche. Donc, on peut aussi parler de l'Algérie, par exemple, qui se positionne. On peut parler de l'Afrique du Sud. Donc, ces écoles-là, avec ces pays-là, avec leurs grandes écoles d'ingénieurs, leurs grandes écoles de commerce, etc., ont commencé à challenger la France, qui va le ressentir parce que sur le terrain aujourd'hui, ils voient des usines pousser et quand ils vont là-bas s'enquérir, le type qui mène le projet, par exemple, il a fait ses études en Allemagne, il a fait ses études en Angleterre, il a fait ses études aux États-Unis, il a fait ses études au Canada, en Russie, en Chine, etc. Il commence à talonner. D'où ça devenait, je pense, à mon humble avis, suicidaire pour la France de dire, bon voilà, on ne va pas admettre, comme par le passé, les enfants qui sont le meilleur, ou on ne va admettre que ceux dont les parents sont des suppôts de notre pays dans leur pays. Voilà, ça devenait dangereux parce que on risque de se retrouver à une situation où
sur un pays comme le Cameroun, s'il y a 500 000 ingénieurs, on risque de trouver qu'il y a moins de 2000 qui sont français. Bah, à ce moment, vous êtes fini, vous êtes complètement fini, enterré. Complètement fini. Même si vous êtes une entreprise française et que vous voulez opérer localement, vous n'aurez pas d'autre choix que de recourir à des gens qui ont été formés ailleurs et qui travaillent selon des principes qui viennent d'ailleurs. Deuxièmement, pour le commerce extérieur de la France, ça ferait qu'elle ne peut plus vendre des machines, des ensembles industriels ou la construction des unités industrielles parce qu'elle est plus de coût, parce que les gens vont dire, moi je ne maîtrise pas votre système. Donc on voit aujourd'hui au Cameroun, les Allemands arrivent à vendre des ensembles industriels pour la production et ça se passe très bien. Donc je pense que c'est la première raison pour laquelle il y a eu cet assouplissement du côté de la France. Et enfin, il faut magnifier ici et rendre hommage à nos parents Bamileke. Ça, je souhaite leur rendre hommage ici. Là. Hein? Mes parents en font partie. On a vu comment ils se sont privés de beaucoup de choses pour faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Ça, il n'y a rien à dire. Il faut leur rendre hommage. Chaque fois que moi je passe devant un parent Bamileke, même s'il marche en sandalettes, je m'incline devant lui. Je m'incline devant lui. Même si j'ai un problème, je préfère perdre la face. Parce que ce sont des gens vraiment à qui moi je tire mon chapeau. Chaque parent Bamileke s'est battu dans les familles pour dire qu'il me faut placer au moins un ou deux. Moi j'en connais qui marchaient dans la route pour vendre les mambotreux, mais ils ont envoyé 2 ou 3 enfants à l'étranger. Pendant ce temps, tu en as qui ont peut-être été des grands douaniers, des choses comme ça, mais ils n'en ont même pas placé un. Donc ils ont mis leurs enfants à l'étranger dans les grandes écoles, dans les grandes institutions et ils se sont battus. Ce sont des sacrifices. Ils ont cotisé, épargné l'argent dans des tontines pendant 1, 2, 3, 4, 5 ans, parfois 6 ans. Et c'est cet argent qu'ils ont épargné dans les tontines qu'ils ont enfin utilisé pour envoyer ces enfants à l'étranger pour qu'ils aillent faire de brillants. Et quand les enfants sont arrivés à l'étranger, sachant les sacrifices que les parents ont fait, ils n'ont pas dormi, ils ont bataillé dur pour pouvoir entrer dans les meilleures universités, entrer dans les meilleures écoles. Et aujourd'hui, ça se ressent. C'est pour ça que vous pouvez voir que à l'école de X-Pont, à l'école de Pont-et-Chaussée, l'école d'ingénieurs de Pont-et-Chaussée, sur 21 élèves, les enfants qui graduent, dont les enfants qui sont sortis, vous retrouvez que 2 tiers sont ressortissants de la région de l'Ouest. 2 tiers. L'école de Pont-et-Chaussée. Qui eût cru? De notre époque, on ne pouvait pas croire ça. Et ça laisse aussi, ça démontre une chose, que ce qu'on a appelé au Cameroun l'équilibre régional, c'est une usine à gaz. D'ailleurs, ce sera le thème de la vidéo quand je vais la poster. L'équilibre régional est une usine à gaz. 2 tiers des enfants Bamileke diplômés de l'école des mines à Paris. 2 tiers dans une classe. C'est beaucoup. Ça vous démontre les dégâts qu'ont commis ce qu'on appelait l'équilibre régional. Je rappelle pour ceux qui ne sont pas camerounais, l'équilibre régional, c'est dans les années 90 où les Ezouati Tuski est repenti aujourd'hui, les Emma Bazé, les Anze Tchongi, etc., les femmes Nongo, tous ces gens-là avaient entouré Paul Biya en disant que bon voilà, il fallait, comme les Bamileke étaient nombreux, il fallait mettre un système où quand il y a 400 places pour un concours, par exemple à l'école polytechnique au Cameroun, s'il y a 300 enfants Bamileke qui échouent, qui passent, par exemple, avec une moyenne comprise entre 18 et 14, il reste 100 places. On va faire échouer 250 enfants Bamileke. On ne va en prendre que 50 et on va essayer de mettre les enfants qui ont eu 7 de moyenne, mais qui viennent d'ailleurs, qui sont peut-être d'autres ennemis, pour que, soi-disant, il faut équilibrer, pour que tout le monde ait accès. Mais la conséquence, c'est que ça a dégradé le niveau des gens qui sortent de nos universités. Je ne connais pas les gens qui embauchent ces gens qui sortent de nos universités. Il y a peut-être quelques-uns. Mais ce ne sont plus des universités d'excellence comme ça l'était avant. Voilà. Ce ne sont plus des universités d'excellence comme cela l'était avant. Voilà. Donc vous comprenez vous-même qu'il y a eu disons comme ça, il y a eu de la casse. Il y a eu de la casse dans le système. Et ça a déséquilibré la formation du capital humain dans notre pays. C'est ça qui a entraîné le départ massif des enfants vers l'étranger, des enfants Bamileke justement vers l'étranger,
où chaque parent bamileke se dit, le seul moyen pour moi que mon enfant subsiste, c'est qu'il parte à l'étranger. Donc quand les enfants réussissent au concours, réussissent au baccalauréat, les parents se battent comme ils peuvent pour leur monter leur dossier pour qu'ils aillent fréquenter dans les grandes écoles à l'étranger. Et il faut aussi dire que la coopération française a amélioré le système d'études à l'étranger. Je vais parler dans tous les détails. Aujourd'hui, ça se fait nettement meilleur que ça se faisait en notre temps. Les grandes écoles comme Polytechnique, comme X-Mine, comme X-Pont viennent recruter sur place, etc., etc. Mais, je le dis souvent, il y a plus d'enfants bamileke au MIT, Massachusetts Institute of Technology, qu'il n'y en a d'enfants français. Certes, vous me direz la France a ses écoles, mais il y a plus d'enfants bamileke au MIT à Boston qu'il y en a d'enfants français. Voilà. Et je pense aussi que ça devrait faire réfléchir les élites bamileke parce que ça ouvre la porte à demain. Donc ça veut dire que vous avez gagné une bataille qui est la bataille du capital humain. Vous savez, pour se développer, vous avez besoin des hommes. D'abord, l'argent c'est rien. Il y a l'argent partout dans le monde. C'est d'abord les hommes. Les hommes. Et quand ils vont dans ces grandes écoles-là, on leur apprend d'abord les valeurs, comment j'appelle ça, comment on appelle. Vous prenez l'examen CFA là. CFA, c'est d'abord ça que vous prenez même d'ailleurs. Ça compte le CFA level 1, ça compte pour 30%. Level 2, 25%, level 3, 20%. Éthique, voilà, l'éthique. C'est ça qu'on apprend d'abord dans ces universités-là quand les enfants arrivent, on leur apprend l'éthique. Dans nos écoles, je ne veux pas être méchant. Les gens apprennent à tricher sur les bancs de l'ENAM déjà. Bon, voilà, on dit voilà, quand on va sortir, vraiment il me faut les immeubles, etc., etc. Mais quand ils vont dans ces grandes écoles, on les apprend l'éthique, on les apprend la résilience, on les apprend l'art de se challenger perpétuellement, de se remettre en cause, de progresser, de s'améliorer, etc., etc. Ce qui fait que c'est un gros capital humain pour construire notre pays demain. On a les hommes qu'il faut. Donc, maintenant, c'est à nos élites de savoir faire de mentoring, encadrer ces jeunes pour qu'ils puissent demain réaliser de grandes choses dans notre pays. Voilà. Je m'arrête ici, là. On souhaite avoir des ingénieurs qui sont autre chose que ce que les Nyat et les Nganso ont été. Voilà. Des pots de fleurs qu'on a mis sur la table, qui sont là pour chanter, applaudir, Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya. Pour les années qui viennent, nous souhaitons autre chose. Nous souhaitons faire comme les Chinois, par exemple. Voilà. Je m'arrête ici, là. Je vous remercie tous ceux qui ont regardé la vidéo. Partagez la vidéo sur votre mur. Mettez un like pour que YouTube puisse la recommander au maximum de personnes. Abonnez-vous. Invitez vos amis à s'abonner. Et pour ceux qui le peuvent, souscrivez à notre membership. Ou bien donnez un thank you. Vous pressez sur le petit cœur là. Vous donnez un thank you. Le thank you va servir à financer le développement de notre chaîne. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite à tous et à toutes de passer une agréable semaine. Bye.